Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Merveilleux, et écoute Hubert, bienvenue au micro des Frappés, enfin, après tout ce temps à échanger, à se rencontrer, ça fait super plaisir de te recevoir sur le podcast. Plaisir partagé. Je suis vraiment ravi. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît et au final, il me semble que la première fois qu'on a échangé via LinkedIn, d'ailleurs j'ai même carrément ghosté ton message, enfin, j'ai même pas vu ton message du tout, donc j'ai revu ça l'autre fois. Ah tiens, je lui avais jamais répondu. Mais voilà, on a eu la chance de se rencontrer à Annecy en 2024 quand j'étais monté pour couvrir l'Alpsman. Exactement. Et faire un épisode, plusieurs épisodes immersifs sur la course. Et moi je suis super content de te recevoir parce que t'as un parcours, t'es pas un athlète professionnel et pour autant tu fais des choses complètement incroyables. Écoute, merci pour ton soutien, Loïc. C'est vrai que on s'est eu au téléphone pendant, je crois, plus d'une heure la première fois que je t'ai appelé. C'est vrai. Parce que moi j'écoute pas mal de podcasts parce que je travaille tout seul. Et du coup, les journées sont longues, donc j'aime bien écouter les podcasts, surtout en général quand un lien avec le sport. Et du coup, j'ai découvert Les Frappés, j'ai super bien accroché, et puis j'ai bien aimé ta personnalité, ton parcours de vie aussi, le fait que tu fasses du judo et moi j'en ai fait aussi pas mal. Et du coup, je pense que c'est vraiment un sport qui, quand on appelle ça jeune, je pense que c'est un sport qui nous fait du bien toute notre vie, même qu'on continue ou pas. C'est un sport qui nous marque. J'en suis persuadé que pour moi, c'est vrai, c'est un des meilleurs sports qui existent. Et du coup, ça nous a fait déjà un point commun. Et après, t'as un peu fait comme moi. T'as fait un gros truc d'un seul coup, j'ai l'impression, quand tu as fait ton ultra. Et ça m'a rappelé un peu moi et tout. Donc c'est pour ça que je t'ai appelé. Puis on a échangé pas mal de temps là-dessus, ouais. C'est vrai. Et encore une fois, ce call était il y a pas si longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait. C'est souvent comme ça avec les gens avec qui j'ai la chance d'échanger, qui écoutent régulièrement le podcast et tout. Je pense que comme voilà, il y a, tous les invités que je reçois, j'ai une vraie curiosité par rapport à eux. Et du coup, les gens qui écoutent régulièrement le podcast, c'est la même chose. Donc ça fait tout de suite plein de choses. C'est une proximité tout de suite. Plein de points communs, ouais. Mais voilà, moi Hubert, je suis très content de te recevoir. Tu vas nous en dire plus sur ton parcours, ta vie, mais tu fais des choses incroyables. T'es pas un athlète professionnel, donc c'est pas ton activité principale. T'as un job, tu le disais, tu travailles tout seul à ton compte, un job quand même assez physique. Ouais. T'as une famille, t'es passé par des épreuves de vie, je pense tu nous en parleras peut-être, mais qui écorchent forcément. Et ça. Malgré ça, voilà, je trouve que toutes les fois on a pu échanger et dans ce que tu fais, tu mets en avant des associations. Voilà, c'est vraiment à chaque fois des très beaux messages, donc je suis super content de te recevoir encore une fois au micro des Frappés. Merci beaucoup. Ce que je te propose, Hubert, c'est peut-être qu'on pose le cadre. Qui est Hubert? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Et dans tes pratiques sportives, sur quoi est-ce que tu te concentres en ce moment? Voilà, écoute, moi je m'appelle Hubert Piot, j'ai 40 ans, j'habite tout près d'Annecy, entre Annecy et Genève, dans la campagne, dans les montagnes. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis ici. Je suis marié, j'ai 2 enfants, et du coup je suis artisan couvreur zingueur depuis maintenant 4 ans. Enfin, ça fait 25 ans que je fais ce métier, mais je suis à mon compte depuis 4 ans. Couvreur, zingueur. Donc, zingueur, ouais. C'est quoi? C'est des plaques. Ça reste de la couverture, c'est ça, mais c'est un type de. Ouais, ça reste de la couverture. Donc, je fais tout ce qui est métal, tout ce qui est gouttière, cuivre, zinc. Dans la région, on a la chance d'avoir une région assez riche, donc je fais pas mal de cuivre. On fait des couvertures en zinc. Je fais aussi des toits plats en étanchéité, membrane. Voilà, je fais pas mal de choses. J'ai aussi mes diplômes de charpente, donc je fais un petit peu de charpente, tout ce qui est abri de voiture, tout ça. Donc, tout ça, je fais. Donc c'est vrai que c'est un métier qui prenant
physiquement aussi parce qu'en fait je suis dehors toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est dehors, on est habitué à être dehors. Après moi c'est quelque chose que je me vois pas faire autrement en fait. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je fais ce métier et je me vois pas être enfermé plus d'une journée dans un autre Ouais. travail que celui-là. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais on se plaint pas parce que franchement, on est bien sur les toits. Tu vois, ce matin encore, par exemple, ce matin, bon bah j'ai été comme tous les vendredis, j'ai pris pour habitude d'aller nager avec un copain. Et on nage dans le lac d'Annecy tous les vendredis toute l'année à 6 heures du matin. Je ressors après et il y a le lever de soleil et moi je suis sur les toits une demi-heure plus tard et c'est vraiment, enfin, ouais voilà, j'aime ce que je fais, voilà, donc voilà en quelques mots le personnage. La présentation. Ouais. Elle est à combien l'eau du lac en ce moment? Parce que tu m'as envoyé une vidéo la semaine dernière de vendredi, là, j'étais là, ah ouais, waouh, Ah ça doit là, je commencer à pense piquer. qu'elle est entre. En fait, il y avait une sonde avant qui n'existe plus, donc on sait pas trop exactement, mais à mon avis là, elle est entre 10 et 14, pas Oh, vraiment pas l'enfer. plus. Ah, vraiment pas plus. Hein. Ok, et toute l'année, je me rappelle on en avait parlé parce que tu m'avais lâché ça brièvement quand on s'était rencontrés en vrai à Annecy et je m'étais dit, what, mais attends, donc tu nages vraiment toute l'année, tous les vendredis, C'est par ça. tous les temps. Ouais, par tous les temps. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on est deux. Donc, j'ai un pote à moi, Phil. On se soutient. On a commencé en 2018, si ma mémoire est bonne. On savait pas nager tous les deux, mais vraiment pas. Hein. Moi, j'étais incapable de nager le crawl plus que 25 mètres. Du coup, on a pris des cours, évidemment, dans le lac. Et du coup, on est tombé amoureux de ce lac. Et c'est notre façon aussi à nous de voilà, d'avoir un peu notre rituel et tous les vendredis on nage et après on prend un petit café, un petit pain au chocolat à la boulangerie juste à côté. On a nos habitudes, tout le monde nous connaît et voilà, ça fait 7 ans maintenant que ça dure. Excellent. Au plus froid, par curiosité, avant de passer à autre chose, au plus froid, elle est à combien? Le plus froid que j'ai fait, c'était 3. 3. Oh, Ouais. l'enfer. 3 le lac et il faisait 0 dehors et comme dit mon copain, t'inquiète pas, il fait plus chaud que dehors. Voilà ce qu'il me dit. Bon, on nage Ok. pas longtemps, hein. Quand il fait froid comme ça, on est sur des 20 minutes, pas plus. Ouais, déjà, quand même, hein. Parce Quand qu'après, même. il y a tout qui gèle, tu vois, tout. Et oui. Et puis, ouais, puis à côté de ça, à côté de mon travail, j'ai fait pas mal de trucs, je touche un peu à tout. Ancien judoka, comme toi. Je viens d'une famille de 3 frères. Donc, on a tous 2 ans d'écart, tous les 3 ceinture noire de judo. Tous les 3 à moins de 81 kilos. Donc, je crois que c'est pas ta catégorie à toi. Une catégorie en dessous. Ouais, Une moins de catégorie. 90. Voilà, donc moins de 81 et du coup, bah, j'avais fait d'ailleurs une compète une fois en 90 et j'avais pris une, j'avais pris une tôle et du coup, j'y suis arrivé dans la région d'Annecy à l'âge de 19 ans avec ma femme et j'ai pas quitté les lieux depuis quoi. Voilà. Fabuleux. Ouais. Bah écoute, j'allais te poser la question justement, puisqu'on va principalement, enfin on va essentiellement parler de sport. C'est quoi j'allais te demander justement ton rapport au sport. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la famille depuis un moment? Donc visiblement oui avec le judo. Mais aujourd'hui c'est pas du judo enfin c'est plus vraiment du judo qui occupe l'essentiel de ton agenda Non. sportif, on va dire. Ouais. Donc comment bah déjà côté enfance, est-ce qu'il y avait déjà est-ce qu'il y avait que le judo, il y avait déjà d'autres choses et comment est-ce que ça a évolué vers ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bah écoute, moi j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans, comme mes 2 frères. On avait chacun 2 sports. Donc moi je faisais du judo et du foot. J'ai fait du foot juste pendant 6 ans, pas très longtemps. Mon grand frère faisait du judo et du motocross et mon petit frère faisait du judo et du BMX. Donc c'était des week-ends très chargés pour mes parents. On était beaucoup 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 en vadrouille pour mon grand frère avec le motocross qui nous occupait quand même pas mal parce qu'il a été un quand même haut niveau, il était champion de ligue, il faisait le championnat de France, donc on était quand même parti, on dormait dans un camion tous les week-ends, j'ai fait ça pendant 10 ans de ma vie. Voilà. Après moi je suis rentré en sport-études judo, en section sportive judo plutôt, quand j'étais en quatrième au collège, à l'internat. J'ai fait ça pendant 2 ans, quatrième, troisième. Donc là, avec mes cours du vendredi soir et les compètes, ça faisait du 8 heures de judo par semaine. Donc c'était pas mal à cet âge-là. Et puis après, vu que je me suis mis à travailler à l'âge de 15 ans, bon bah du coup j'ai un peu ralenti du judo, mais j'ai toujours aimé ça, toujours la compète niveau départemental, région, mais
J'ai jamais été bien plus haut parce que je stressais énormément et je perdais tous mes moyens à chaque fois en Ah ouais, c'est vrai. compétition. Ouais, j'ai jamais réussi à gérer mon stress en judo et c'est pour ça que ça m'a fait arrêter d'ailleurs parce que je me mettais dans des états pas possibles pour des départementaux, tu vois. Donc j'ai jamais réussi Et à gérer ça. c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi exactement qui te mettait dans cet état de stress? C'était la Bah, confrontation avec l'autre ou ouais, c'était quoi? la confrontation, le stress du poids, parce que tu sais, on est toujours en régime, toujours Ouais, je sur sais. la corde, voilà, sur la corde pour ça. Et puis, ouais, il y a plus rien qui passait 3 jours avant, enfin, mal au ventre. Et après, plus tard, quand j'ai arrêté les compètes, bon, bah, ça allait beaucoup mieux. Ça m'a jamais refait ça dans n'importe quel sport. Parce qu'en fait, au judo, je sais exactement ce que je vaux, si tu veux. Donc, j'ai toujours envie d'être à mon meilleur niveau tout le temps, et c'est ça qui me met la pression. Alors que dans les autres sports que j'ai fait après, le trail, le vélo, c'est quand même vachement plus vaste, c'est quand même vachement plus de monde, t'es plus en confrontation seul avec quelqu'un, t'es avec Ouais. plein de gens. Et du coup, il n'y a pas cette notion de stress comme j'ai eu au judo. Donc voilà, je suis arrivé dans la région. Après, je courais aussi pas mal un petit. Je courais à l'âge de 18 ans, 19 ans, je me suis mis à courir. Je courais 10 km par jour, 5 jours par semaine sur du plat. Parce qu'avant, je suis né à Chartres en Eure-et-Loire et là-bas c'est tout plat. Donc j'ai toujours eu un petit peu la caisse, on va dire. Moi j'allais courir parce que mon métier était tellement dur que j'avais mal aux genoux le soir en rentrant. Du coup, il fallait que j'aille courir pour essayer de Ah ouais. déverrouiller un peu tout ça. Donc j'ai toujours aimé la course à pied, même si j'ai jamais été très très bon, parce que j'ai un gabarit un petit peu voilà trop Robuste. robuste, voilà. J'ai grassouillé, j'allais dire. Pour courir, aujourd'hui, je fais 82 kilos, tu vois. Donc c'est vrai que quand je cours, bon bah voilà quoi, c'est pas comme un vrai coureur qui fait 65 kilos. Donc voilà. Puis en arrivant dans la région, j'ai voulu continuer à courir, mais j'ai compris que c'était pas le même sport avec le dénivelé. Et du coup, je me suis mis un petit peu à faire de la montagne et c'est là que ça commençait après le trail, quoi. Ça a commencé comme ça. Excellent. Et tu arrives à te remémorer ce qui fait que tu as accroché comme ça au trail au point de... On va en parler du coup, ça va faire une bonne transition, mais t'aligner Bah, sur des monstres de la discipline. je sais pas en fait que vraiment c'est le dépassement de soi parce qu'en fait quand je suis arrivé dans la région, il y a l'oncle à ma femme qui m'a dit viens on va faire une rando, on va faire la Tournette. La Tournette c'est le sommet le plus haut d'Annecy qui culmine à 2300 et quelques mètres. Et moi j'étais pas du tout, j'avais pas du tout le pied montagnard rien du tout. Et puis moi j'ai cru que ça allait être facile, une journée facile. Et en partant j'ai tout de suite compris que j'avais du mal à suivre, j'étais dans le dur. Et ce jour-là il y avait la montée de la Tournette. C'est une course qui part depuis le lac d'en bas, Taloir, depuis le bord de l'eau, et c'est le premier arrivé là-haut. Donc il y a 2000 mètres de dénivelé positif en, je crois, il doit y avoir 9 km de mémoire. Ah ouais. C'est une course, c'est que le chrono s'arrête en haut, et après on redescend par le propre moyen. Et du coup, quand je montais la rando, les mecs nous ont doublés, et je voyais des mecs courir dans la montagne, mais je dis mais comment ils font, c'est pas possible. J'étais vraiment en admiration devant ces mecs-là qui nous doublaient en courant, alors que moi, en marchant, j'étais déjà au bout de ma vie. Et j'ai dit, bah, il y a pas, il faut que j'essaye. Si eux, ils y arrivent, je veux bien y arriver aussi. Et du coup, je me suis mis à courir comme ça, quoi. En fait, je me suis dit, si quelqu'un y arrive, je dois forcément y arriver aussi. Donc, c'est comme ça que je me suis mis, en fait. Et j'ai commencé en 2012 le trail. Je me suis inscrit à une course avec mon copain du judo. On connaissait pas du tout, hein. Le rapport dénivelé kilomètres, on savait pas du tout ce que c'était, et on s'est inscrit à l'Ultra Tour du Môle. C'est une course que tu t'inscris, tu payes pas d'inscription, tu ramènes un plat à manger, C'est sucré ou énorme. salé, et ça marche encore comme ça aujourd'hui, hein. Et en fait, chacun ramène un plat, et du coup, la course c'est 30 km, 3000 positifs. Donc moi, je me suis Ouais. dit, 3000 ça me parlait pas, 30 km non plus, je me suis dit bon bah ça devrait faire. Et en fait, ils ont rallongé le parcours parce qu'il y avait de la neige, donc ça faisait 37 et 3003 de dénivelé. Et on est arrivé dernier avec mon copain. On a mis 8 heures pour faire les 37 km. C'était l'enfer. Ils nous attendaient. Tout le monde avait rangé déjà les décors, ils avaient rangé les plats à l'arrivée. Il y avait plus personne. Ils attendaient que les deux débits qui étaient dans la montagne pour pouvoir tous partir chez eux. C'était l'enfer. Ouais, c'est mon premier souvenir de trail. L'Ultra Tour du Môle en 2012. Excellent.
Et donc depuis il y a eu beaucoup de choses. Si on en avait pas mal discuté quand on s'était rencontrés, mais si j'ai bonne mémoire, il y a une course en particulier qui t'a vraiment marqué, c'est l'échappée belle Ouais, c'est ça. que tu as L'Ultra fait. Trail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, je sais plus quelle année tu l'as fait. Je l'ai fait en Et 2015. Bah, en fait, 2015. après avoir fait le Tour du Môle, malgré la souffrance, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la montagne, les paysages, ça m'a vraiment fasciné. Du coup, je suis monté un peu, je suis redescendu en kilomètres, j'ai commencé avec des 10 et je suis monté crescendo jusqu'à Trail des Glières en 2013 où c'est que j'étais sur du 50 km, format 50 km. Je commençais à courir de plus en plus. Et puis en 2014, j'ai fait la Maxi Race parce que c'est à côté de chez moi, donc fallait pas passer à côté. À l'époque, c'était 86 km avec 5005 de dénivelé, il me semble. Donc Ouais, j'ai donc fait la t'es Maxi. quand même très rapidement monté en Ouais, gamme là. peut-être trop rapidement aussi peut-être. Parce que moi j'aime bien les défis quoi. J'aime bien quand on me dit que je peux pas y arriver, j'aime bien c'est là que je m'inscris quoi Ouais. généralement. Et puis j'ai cherché un gros challenge après parce que la maxi race si tu veux, on dit toujours qu'un ultra c'est au-delà de 85 km. Enfin, j'ai toujours entendu dire ça dans les magazines et tout. La maxi race c'est 86 km. Donc pour moi, c'était pas vraiment un ultra. Je me suis dit il faut vraiment que j'ai cherché un ultra. À l'époque, le TMB était encore accessible. Ça me faisait un peu rêver, mais j'avais été voir les départs et tout, mais pour moi, il y avait quand même énormément de monde. Et du coup, en tapant sur internet, je tombe sur l'échappée belle. Non, rien que le nom déjà, c'est pas ultra truc, c'est échappée belle. Je me dis tiens, ça me paraît sympa ça. Et du coup, je me suis inscrit bêtement à l'échappée belle, sans regarder le dénivelé, sans regarder le profil. Sauf que l'échappée belle, en fait, je pense que c'est un des trails les plus durs d'Europe, parce que ça fait à l'époque, ça faisait 144 km et 11 000 mètres de dénivelé positif Ouais, dans un c'est massif énorme. très rocailleux. L'année où je l'ai fait, il y a eu 71% d'abandon. Et il y avait déjà 48% d'abandon au kilomètre 60. Ah ouais. Donc, pour dire la difficulté de l'épreuve. En fait, D'ailleurs, cette année-là, c'était spécial du fait des conditions. C'était quoi? De la neige, en pluie? fait, c'était la troisième année qu'il la faisait, donc c'était pas encore très connu. Tout le monde et moi-même, on arrivait sur un ultra avec des temps. Je savais que j'avais une moyenne de, je sais plus à l'époque, je crois que c'était 6 ou 7 km heure. J'avais fait un ratio comme ça et tout le monde court un peu avec sa montre en se disant bon bah voilà, au kilomètre 30, j'en serai à peu près à telle heure, à telle heure, à telle heure. Sauf qu'en fait, l'échappée belle, ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a des cailloux de partout, et les 60 premiers kilomètres, c'est pas compliqué. J'ai mis, je crois que j'ai mis 15 heures pour les faire. Ah ouais, d'accord. Ah Ouais. ouais. Et là, du coup, j'étais avec un copain, et puis mon copain, il était un petit peu dans le dur, et il avait chopé une insolation, et il faisait très chaud, cette année-là aussi, très très chaud. Et du coup, mon copain, il avait déjà fait la deuxième partie, lui, dans une course précédente, donc il savait ce qui nous attendait. Il arrêtait pas de parler des montagnes qui nous attendaient, et je dis, mais arrête, on avance déjà, puis on verra bien. Puis du coup, lui, il a arrêté au kilomètre 60. Et bon, bah, moi, du coup, je dis, bon, bah, là, je suis tout seul, je fais quoi? Et je suis reparti. J'ai fait 40 kilomètres seul, vraiment seul. Où c'est que j'ai eu mes premières hallucinations et tout. Donc là, c'est un délire que je conseille vraiment à personne parce que ça fait vraiment peur. Et après, j'ai le pacer de mon copain qui était prévu, parce que c'était une des seules courses, c'est qu'on avait le droit à un pacer. Ok. Le pacer, il est rentré au kilomètre 100, il allait jusqu'à la fin. Il n'a pas le droit de sortir. Et du coup, le pacer qui était pour mon pote, il s'est dit, bah tiens, je vais aller avec ton pote, je vais aller avec Hubert, on se connaissait pas. Et en fait, du coup maintenant, c'est lui, mon copain Phil, avec qui je nage tous les vendredis. Ok, On est devenus excellent. inséparables. On fait toutes nos bêtises ensemble. Et il m'a dit, bah écoute, on va aller jusqu'au bout, on va y aller ensemble. Et du coup, ça a fait. Ouais, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que physiquement, déjà, ça m'a marqué. J'étais vraiment cassé de partout. Et puis le dépassement de soi. J'avais lu des livres là-dessus sur le dépassement de soi, sur plein de choses. J'avais lu les bouquins de Kylian Jornet, de Mike Horn, de plein de trucs comme ça. Donc je savais que j'allais pleurer, je savais que j'allais sourire pour rien, je savais que j'allais avoir mal, je savais que à un moment donné ça allait aller mieux. Donc tout ça j'étais au courant, mais le fait de le vivre vraiment, c'est quelque chose Mhm.
vraiment intense, et ouais, ça m'a chamboulé la vie parce que cette course depuis, j'y retourne tous les ans pour être soit bénévole, soit pacer. Ça m'a vraiment marqué. Cette course, elle est vraiment gravée en moi, quoi. Et pour la petite histoire, j'avais mis 51 heures 51 heures. pour faire un 144 km, ouais. J'avais en dormant 2 fois un quart d'heure, quoi. Waouh. Donc voilà. Comment, parce que là, tu t'es passé rapidement sur le sujet, mais quand ton pote s'arrête au kilomètre 60, qu'est-ce qui, toi, te fait repartir à ce En moment-là? fait, ah oui, t'as raison de me poser la question. Moi, au kilomètre 40, déjà, j'étais dans le dur complet. J'avais mal au genou, j'ai des problèmes de genou. D'ailleurs, je me suis fait opérer juste après, en janvier 2016 du genou. J'ai une rotule bipatella, un problème de rotule qui est fissuré, du coup, ils m'ont opéré. Enfin bref, j'avais mal partout. Et en fait, je me suis dit, il était 20 heures le soir, j'étais dans le dur, dans la montagne, j'étais 50 mètres derrière mon pote. Et j'ai dit, tiens, comme souvent, je dis, je vais appeler ma femme pour prendre des nouvelles à la maison. Et en fait, en appelant ma femme, elle m'a reboosté, évidemment. Et elle m'a passé ma fille, qui à l'époque avait 5 ans. Mon fils avait 1 an. Et en fait, ma fille me parle comme si de rien n'était. Elle me dit, bon, ça va, tu t'amuses bien, c'est joli, la montagne et tout. Je dis, bah ouais. Bon, bah c'est cool. Bon, bah on vient de voir demain. Allez, à demain. Comme si que, en fait, j'ai pas le droit d'abandonner, quoi. Elle m'a dit, bon, bah allez, nous, on vient de voir demain. Et bah à demain. Et du coup, j'ai raccroché le téléphone et ça m'avait complètement chanté le cerveau. Je me suis dit, bon, bah là, j'ai pas le choix. De toute façon, faut que j'avance. Et d'ailleurs, après, je redouble mon pote David. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je veux au bout du truc. J'irai au bout, quoi qu'il arrive, j'irai au bout. Ça avait vraiment déclenché un truc dans le cerveau. Et c'était fini, il y avait plus d'excuses, j'allais au bout. Ma fille, elle m'avait vraiment, elle m'avait remotivé à bloc, quoi. Tu lui as Donc, dit ça depuis? Parce que quel âge ouais, elle a? ouais. Elle a 11 ans maintenant? Non, maintenant, ma fille, elle avait, en 2015, elle avait 5 ans, donc là, maintenant, elle a 15 ans. Ah oui, 2015, ouais. Elle a 15 ans. En fait, moi, je l'ai écrit, ça, je l'ai mis sur papier, donc elle l'a déjà lu plusieurs fois, et je lui ai déjà dit, mais en fait, moi, c'est mon moteur, c'est ça. C'est ma femme et mes enfants, c'est si faire une course tout seul avec personne autour, j'y arrive pas. J'ai besoin de leur soutien, j'ai besoin qu'ils soient là. Les copains, c'est pareil, j'ai besoin qu'on me pousse un peu aux fesses, quoi. Voilà, c'est comme ça que fonctionne, et c'est comme ça que j'ai vu que je fonctionnais d'ailleurs. En 2015, je m'en suis aperçu. Parce qu'une fois que je les ai vus, parce qu'ils sont venus au kilomètre 100 pour m'encourager, et une fois que je les ai vus, j'avais des élastoplasts de partout, j'avais les genoux strappés, j'avais les chevilles strappées, j'étais complètement oxy, mais juste, ma femme, elle me dit, mais ça va faire. Je dis, ouais, de toute façon, je vais au bout, t'inquiète pas, c'est sûr, il n'y avait pas d'issue de secours, quoi. Donc, ouais, moi, je fonctionne comme ça. Là encore, j'ai fait un truc il y a pas longtemps, là, un triathlon, et c'est pareil. J'aime bien avoir tout le monde avec moi, et voilà. Pour moi, c'est ça aussi, le sport, l'esprit du sport, c'est de partager des émotions, partager des souvenirs. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Mhm. Et du côté de tes frères, ils ont aussi basculé sur autre chose que le judo, et Alors, vous partagez des courses comme ça? mon grand frère est devenu prof. Il a toujours été dans le sport. Lui, il était en STAPS après. Il est devenu prof de CrossFit. Il a sa propre salle maintenant, Excellent. en Eure-et-Loire, sur la Chartres. Et il s'est essayé au trail. Il est venu plusieurs fois par chez moi pour s'essayer au trail. Et à chaque fois, c'était un échec. Il n'a jamais réussi à aller au bout de ses courses, ou vraiment très très peu. Donc non. Et mon petit frère, il est décédé. Je l'ai perdu, mon petit frère, en 2010. Juste avant la naissance de ma fille, d'un accident de vélo sur un terrain de BMX. Et du coup, c'est pareil, je partageais beaucoup avec mon petit frère parce qu'il c'était le seul de la famille avec moi qui était dans le bâtiment, était menuisier. Donc on échangeait beaucoup, et du coup, le fait de l'avoir perdu, ça m'a, bah pareil, je pense que c'est un espèce de, comme un choc qui fait que après, j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver. En fait, je me sens un peu invincible, et le fait de faire des sports comme ça d'ultra, à chaque fois que je suis dans le dur, à chaque fois j'ai cette communion avec lui, je sais pas, quand je suis vraiment oxy, j'en peux plus, il suffit juste que je regarde vers le ciel, et puis je repars, quoi. Donc ça a un élément clairement booster pour moi maintenant. Donc je m'en sers dans tout ce que je fais, quoi. Voilà. C'est, il est toujours là avec moi, dès que je fais un truc vraiment que je pousse le corps loin,
Je suis sûr qu'il est fier et qu'il me regarde et voilà, parce qu'il était aussi très sportif. Il faisait du judo. D'ailleurs, c'était le meilleur de nous trois. C'est pas juste, c'était le dernier, mais bon, c'était le meilleur de nous trois. Et puis il faisait pas mal de musculation à côté, il courait aussi et tout, donc il avait un beau physique quoi. Comment il s'appelait il était de quelle année de naissance? Mon petit frère Rémi et mon grand frère Hugues, on avait chacun 2 ans d'écart. Donc mon grand frère 1983, moi 85 et mon petit frère 87. Ah ouais, donc on n'a pas pu être ensemble en judo. Non, Ouais. on s'est raté. Moi j'étais juste une fois j'étais qualifié pour les corpos en France en 2008 je crois. C'était à Coubertin. Ok. Et mon petit frère était qualifié aussi, et lui y a été, et moi j'y ai pas été parce que j'habitais déjà ici, et ça me faisait des frais d'aller à Paris. Et tu sais bien que le judo, ça tient. Et des fois, t'engages tout un week-end pour un combat, Ouais, c'est ça. donc j'avais pas envie d'engager tout un week-end pour potentiellement un combat, quoi. C'est le fait de faire un ultra comme ça et d'aller très très loin au fond de moi, niveau mental et niveau physique, ça m'a vraiment donné envie de recommencer. Alors pas en trail parce que c'était trop dur, mais Et parce que de tu l'as déjà refait l'échappée belle depuis? non, puis je Non. le referai jamais C'est parce vrai? Ah que ouais, c'est clair pour ouais, toi? ah ouais, c'est clair parce qu'en fait c'était tellement beau déjà de l'avoir réussi du premier coup, ça arrive pas souvent. Il y a quand même beaucoup de monde qui se casse les dents dessus. Donc c'est pour moi en fait je préfère retrouver du plaisir et retourner chaque année pour être bénévole dans la montagne et encourager tout le monde qui le fait et remotiver les troupes, ou alors être pacer pour les copains. Bah d'ailleurs mon copain qui m'a encouragé, qui était pacer avec moi en 2015, lui il l'a fait en intégrale en 2016 et j'ai été son pacer. Je l'ai bien reboosté parce que le pauvre était vraiment dans le dur, et lui fait partie de l'organisation de la course d'ailleurs, de l'échappée belle. Et du coup, cette année, il l'avait fait en 2016, donc en 2026, il se relance dans l'aventure, il veut recommencer. Waouh. Donc il m'a redemandé officiellement d'être son pacer, donc il faudra que je retourne un petit peu en montagne là, parce que j'avais un petit peu arrêté le trail, donc il faudra que je retourne un peu m'y mettre, parce que c'est dernier week-end d'août, donc j'ai Ok. jusqu'à fin août pour m'entraîner. C'est c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles, en tout cas dans le trail. T'as les gens qui retournent sur les mêmes courses ou qui font la Ouais, reconnaissance de leur course, tu vois, qui ont ouais, repéré tout le parcours avant. moi j'ai jamais fait ça. Et moi, je peux pas. En Moi non fait, plus. tu vois, ce que tu viens de dire là, ça me fait penser. Moi, j'ai fait qu'un seul gros truc, c'est la PTL Ah mais c'est tellement énorme. et une tentative sur le Thor. Mais la PTL, franchement, depuis, je me dis systématiquement, mais si j'avais su ce que c'était, Et oui, voilà, je, c'est ça. en fait, Je suis mentalement, je entièrement pense que j'aurais d'accord. craqué avant, tu vois, en me disant, mais je peux pas, je suis tellement dans le dur, alors Ah que ça mais fait c'est 20 bornes clair. qu'on est parti, qu'il en reste 290, C'est je clair. tiendrai jamais, tu vois. Bah, justement, pour enchaîner là-dessus, moi, c'est ça aussi qui a fait que j'ai fini après, parce que avec l'échappée belle, ça c'était pour mes 30 ans, du coup, que j'ai fait l'échappée belle, un ultra. Donc j'en ai fait qu'un, et j'en ferai pas d'autres, parce qu'en plus, je pense que vraiment j'ai fait un des plus beaux, sans prétention, un des plus beaux au monde. C'est vraiment magnifique. On voit près de 30 lacs durant ces 144 km en montagne, mais c'est juste enfin, si on a la chance d'avoir le beau temps, c'est vraiment absolument magnifique. Donc voilà, donc ça m'a donné goût à l'effort, et du coup après bah du coup j'ai ralenti le trail, je me suis fait opérer du genou, donc j'ai ralenti, j'ai continué à courir par là, mais des 20 km, des 10 km, des courses au saucisson comme j'aime bien le dire, avec zéro enjeu, où c'est que y a pas trop d'entraînement, t'es avec les copains, tu t'amuses. Donc voilà, et après je me suis mis à faire, je regarde mes petites notes, je me suis mis à faire, ouais, j'ai même fait des doubles kilomètres verticales, des choses comme ça, tu sais, un peu qui sortent du lot, tu sais, un peu, Ouais, ouais. voilà. Moi j'aime bien pas faire comme tout le monde, toi, pas faire par exemple, tu vois, un 10 km au marathon d'Annecy, par exemple, ça m'intéresse pas du tout, quoi, tu vois, voilà. Et après je me suis mis au vélo à cause grâce d'un collègue à moi de travail qui fait beaucoup de vélo, Fred, qui me dit ah ça te dit et tout, viens en faire avec moi. Et je dis ah non, le vélo je suis nul, j'ai jamais fait, j'ai fait un peu de compète quand j'étais jeune, j'ai fait 2 ans de compétition en cross country quand je devais avoir 15 ans, mais vraiment j'ai juste fait 2 ans. Et il me dit allez viens avec moi et tout. Donc je me suis fait prêter un vélo de route par un copain pendant 6 mois. Je me suis mis au vélo, donc évidemment la grosse claque.
Et il m'a dit, tu restes dans mes roues, tu te mets jamais à côté de moi, tu viens pas discuter, tu restes dans mes roues, t'apprends, tu roules, tu baisses la tête et tu roules. Et, et du coup, je passais des sorties entières, mais en fait, en plus, il m'a emmené direct sur des 60 bornes. Et je dis, mais moi, 60 km, tu te rends pas compte, Fred? T'inquiète pas, tu bouges pas, tu me colles la rue, tu me derrière moi. Et en plus, c'est un grand gabarit, donc c'était assez facile de prendre la spi. Et puis du coup, bah, à force de faire ça, bah, j'y ai pris goût. Et puis, je me suis prêté un vélo prêt par mon frère pendant 1 an, un vélo alu avec fourche carbone. Et après, je dis, allez, il y a pas. Et je me suis acheté un vélo carbone, donc un vélo d'occasion, hein, mais un Giant Propel, un vélo un peu petit aéro là. Et je me suis mis à faire du vélo de plus en plus. Donc là, je me suis mis à faire. Je suis parti en vacances en vélo une fois, 2 fois, donc 300 km d'un coup, 400 km d'un coup, d'une seule traite, en partant à minuit le soir après la journée de travail. Enfin, le truc parfait. Ah, punaise, mais attends. C'est pas ton père qui, une fois, vous avez dit, vous rentrez à vélo d'une Ouais, compète ou je sais ça, pas quoi? ça quand j'étais jeune, hein, j'avais 15 ans et mon grand frère il avait 17 ans. On était en vacances on partait en vacances avec le camion de motocross dans lequel on a l'habitude de dormir. On était en vacances, donc on pouvait emmener les vélos tout, à La Rosière, donc au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, au col du Petit-Saint-Bernard. On habitait à côté de Chartres, en Eure-et-Loir. Donc on avait nos VTT dans le camion, on avait fait du VTT tout l'été. Et mon père nous dit la veille avant de partir, les gars, que de la gueule, vous rentrez en vélo. Alors on s'est regardé avec mon frère, on a dit bah ouais. Mais à l'époque, il y avait pas de... Faut se remettre dans le contexte, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc Pas de il nous a GPS? pas de GPS. Donc du coup, mon père, il a posé une carte de France la veille au soir, je te mens pas. Posé la carte de France sur la table du salon. On a tracé l'itinéraire avec une règle. On a essayé de passer toutes les petites routes. Il dit, bon voilà, ce qui serait bien, ce serait que demain vous serez arrivé là, après-demain arrivé là, ainsi de suite. On a fait ça en étapes. Et on vous donne la carte bleue. Donc le soir, vous dormez. Évidemment, vous n'allez pas dans les hôtels de luxe. Hein, vous allez dans des Ibis ou dans des trucs pas chers. Vous mangez ce que vous voulez, et puis vous prenez un sac à dos avec du rechange, et puis on met des pneus route. Ouais, il a quand même mis des pneus route quand même sur nos VTT, il a quand même été quand même sympa. Donc il nous a mis des pneus route sur les VTT, et le lendemain on partait avec mon frère, sans frontal, sans phare, sans rien. Vraiment partis tous les deux comme ça, avec la carte téléphonique pour pouvoir appeler les parents des cabines. Et on est parti comme ça, et on a fait 806 km en 6 jours. J'ai perdu Mais 4, non. 4 kilos, mon frère il a perdu 6 kilos. On mangeait juste une boîte de thon le midi, un paquet de chips et on repartait. On faisait quasiment du 200 bornes le jour. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'est ouf. Ok, bah, en fait, c'est ton histoire où tu me disais, je suis parti en vacances à vélo. Je me suis dit, attends, mais il y avait eu un truc là. Je me rappelle Ouais. qu'une fois, tu avais fait une espèce de traversée Annecy, le sud-ouest, je crois. Annecy vers le Euh, sud-ouest, non? Pour partir en vacances dans ce coin-là? non, alors j'ai fait Annecy, Aix-en-Provence. J'étais un peu plus loin. Je sais plus jusqu'où j'étais. Enfin, j'ai fait 400 km le plus que j'ai fait d'un seul coup d'une traite. Et ouais, en fait, j'ai ma femme, j'ai dit, ouais, je pars pas en vacances, j'ai pas le temps, parce que j'avais trop de boulot et tout. Et elle partait, c'était au week-end d'Ascension. Elle me dit, t'es sûr et tout, tu veux pas venir? Et puis, je suis jamais, enfin, ma femme, elle est toujours partie en vacances avec moi, on se quitte plus depuis qu'on a 17 ans, on a toujours tout fait ensemble. Et du coup, le soir, je rentre chez moi et je me dis, putain, mais en fait, je suis trop bête, j'ai laissé ma femme partir en vacances toute seule avec les enfants, et moi, je suis là à la maison à bosser. Du coup, en me mettant dans le lit, ça m'avait que de ruminer. Du coup, je me suis réveillé à minuit, j'ai pris mon vélo, j'ai chargé mes lampes et je suis parti. Et je suis arrivé, j'aurais fait la surprise, je suis arrivé au camping, il était 16 h, je crois, pour le goûter. Je suis arrivé, je suis arrivé pour le goûter. Donc, voilà, ouais, Et là, tes enfants, alors ta femme, elle doit commencer à te connaître maintenant depuis quoi, 23 ans, si je me trompe ouais, c'est pas. ça, exactement. Tes enfants, ils réalisent un peu que c'est pas tout à fait commun un papa qui Je roule sais 400 bornes à pas. vélo, tu vois. Écoute, je sais pas parce qu'ils ont toujours vu ça. Depuis que je suis petit, ils m'ont vu. Bah, tu vois, quand j'ai fait mon premier ultra, mon fils il avait 1 an, ma fille elle avait 5 ans. Après, j'ai enchaîné, toi, en 2021, j'ai fait l'Halsman. Donc, ils étaient petits, donc c'est un triathlon XXL dans le sens, enfin, c'est un Ironman avec du dénivelé en plus. Donc ça, je l'ai fait en 2021. Donc, ils ont toujours été là et donc ils m'ont vu. Je sais pas si, je sais pas s'ils réalisent vraiment.
En tout cas, vous en avez jamais vraiment pas. Ils t'ont jamais dit, Non, papa, pourquoi toi tu viens à vélo, les autres parents ils prennent le. Enfin, tu vois, j'en non, sais rien. Mais... ils m'ont Ouais, jamais ok. dit ça. Ils m'ont déjà posé la question, pourquoi t'en fais autant alors que tu gagnes jamais? Donc ça, Ah ouais. ouais. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu t'entraînes? Tu gagnes pas les courses, pourquoi tu t'entraînes? J'aurais dit, bah, je m'entraîne pour pas souffrir le lendemain, en fait, pour éviter de souffrir le moins possible et surtout pour finir, parce que j'ai jamais. D'ailleurs, Loïc, tu as été le témoin du seul abandon de ma vie que j'ai fait sur Ah ouais. l'Iceman, deuxième tentative, ouais. C'était le seul. Euh, Ok. C'était le seul. J'ai jamais, jamais, jamais abandonné une seule course, quelle qu'elle soit. Et du coup, à part l'Iceman en 2024, Ouais. et t'étais là en plus, donc je suis dégoûté même pour toi en plus, mais Je sais pas si c'est moi qui t'ai porté la non, mais seule c'est que fois où je suis j'avais, là. en fait, vu que je Mais l'avais déjà fait et que je suis pas du genre à faire les courses que je fais, là, je l'ai refait parce que je me suis dit, c'est à la maison, il faut le refaire. Et je voulais sonner cette cloche, cette fameuse cloche qui est au kilomètre, donc c'est 3 km 8 de natation, 185 km de vélo avec 5004 ou 5006 de dénivelé. Et après, c'est un marathon, donc en fait, il y a c'est comme le Norseman. Il y a une cloche qui est mise au kilomètre, on fait des boucles en bas, et arrivé au 21e kilomètre de la course à pied, si on est en moins de 12 heures de course depuis le départ, on sonne sa fameuse cloche et on fait les 21 derniers kilomètres dans la montagne et on va passer l'arrivée en haut du Semnos. Donc en fait, ça rajoute juste 1000 mètres de dénivelé, ça rajoute pas de distance. Si on est hors délai pour ça, on finit en bas et on est quand même finisher. Et moi, j'avais été finisher en bas en 2021 parce que j'avais pas la prétention du tout de pouvoir accrocher cette cloche, sonner cette cloche, parce que les temps sont quand même assez serrés, hein. 12 heures pour faire 3 km 8 de nage, 185 de vélo avec du dénivelé et un ouais. semi-marathon, c'est quand même costaud. Et en 2024, j'ai cru pouvoir le faire parce que j'avais vraiment progressé sur le vélo avec la Race Cross France en 2023. Donc j'ai gagné 1h10 sur le parcours vélo, je crois, de mémoire. Donc j'avais vraiment bien géré le vélo. Par contre, je m'étais pas du tout entraîné pour la course à pied. Je voulais y aller au talent. Je me suis dit que ça allait faire. Et en fait, je me suis crawlé sur la course à pied et je suis arrivé en retard pour sonner la cloche. Et vu que j'avais déjà fini cette course en bas, si tu veux, je voulais pas refaire ça parce que je sais très bien qu'après, après c'est compliqué d'aller bosser et tout. Donc vu que j'avais déjà fini cette course 3 ans avant, je me suis dit bon bah allez, j'arrête là, j'en ai marre et voilà. Donc j'ai arrêté au Hmm. bout de 21 km de course à pied. Donc il restait pas grand chose. En soi, il restait 21 bornes de course à pied. Ouais, enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, pour t'avoir parlé juste après, t'étais pas au bout de ta vie, non. Enfin, je veux dire, t'as pas arrêté Non, sur une civière, quoi. non, T'étais. j'étais pas bien mentalement parce que j'avais loupé le truc, donc déjà, voilà. Non, mais voilà. Et je voulais pas me mettre sur une tire, parce que quand je l'ai fini en 2021, j'ai perdu 6 kilos. Et donc, parce qu'en fait, j'ai un problème avec l'alimentation sur la course à pied, j'arrive pas à m'alimenter dès que ça arrive la course à pied. Et du coup, j'étais puis évidemment, déshydraté à fond, donc ouais, j'avais vraiment pris cher en 2021 et je voulais pas que ça recommence. Je m'étais dit, parce qu'en 2021, j'étais à mon compte, mais ça allait le boulot, j'ai pas trop de boulot, mais là, vu que je suis débordé et tout, je me suis dit, si c'est pour être derrière sur les chantiers, une semaine avec la langue qui pend par terre parce que j'arrive plus à travailler, ça sert à rien non plus, quoi. Ouais. Puis Voilà. si j'ai bonne mémoire, tu me corriges si je me trompe, mais le vélo avait été un peu éprouvant aussi mentalement. Il pleuvait. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Au moment où il a plu, t'étais sur des sections où ça descendait à mort. Ouais. Fallait être sur les freins tout le temps. Et à C'était. l'époque, j'étais en frein carbone, sur jantes carbone, ça freinait pas, donc en stress permanent. Donc ouais, il y avait ça aussi en plus du truc. Donc c'est vrai que c'était pas une année super. Ouais. Mais bon, donc c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais je suis un peu tombé de haut parce que je me sentais un petit peu invincible entre guillemets, vu que j'ai toujours fini et que j'ai toujours été au bout des choses. Voilà. Et puis en 2023, à force de faire du vélo comme ça, j'ai fait la Race Cross France. Et le fait d'être finisher de j'ai pas fait une dépression après, mais presque en fait. Tu vois, l'impression d'avoir fait un truc tellement dur que tu te dis, mais en fait, à quoi bon refaire quelque chose derrière ça? J'ai Mhm. l'impression que j'avais fait vraiment pas le Graal, mais ouais, quand on parle autour enfin, avec le recul,
Maintenant, c'était un sacré chantier, mais quand on parle avec des gens qui font un peu de vélo, t'as déjà fait des courses de vélo? Je dis bah ouais, j'ai mis une fois un dossard. T'as fait quoi? Bah j'ai fait la Race Across France. Mais t'as fini? Bah ouais. Et les mecs ils te regardent tout de suite avec oh il est cinglé celui-là. C'est une course de 2500 km avec 40 000 mètres de dénivelé positif, moi l'année où je l'ai fait. Et en autonomie totale avec quelques bases de vie. Et ça c'était une aventure un peu comme l'Ultra Trail en 2015. C'est une course qui m'a vraiment marqué à vie au fer rouge, vraiment. Par rapport, alors, parce que bon, la Race Across France, tu l'as dit, je pense que pour quelqu'un qui a, comme moi, qui a jamais, je crois que le maximum que j'ai roulé en une journée, ça doit être 190 km. C'est déjà très très bien. Voilà, j'avais déjà eu ma dose pour un bon moment. Donc, en tout cas, j'ai jamais fait de course où c'est nécessaire d'enchaîner des jours, de la gestion du sommeil, etc. Tu vois, comme sur un format Biking Man ou Race Across France Ouais. ou même certains Gravelman. Mais c'est quoi les aspects qui t'ont marqué? Enfin, je veux dire, par rapport à, tu vois, l'échappée belle, où ce que tu évoquais, c'était la difficulté, mais en même temps, les paysages étaient incroyables, la gestion de la solitude, et puis tes proches qui étaient là. Sur la Race Across France, qu'est-ce qui fait que ça t'a marqué? Ce qui a marqué, c'est la durée déjà. Tu vois, moi j'ai mis 8 jours et 10 heures. Donc déjà, tu pars sur un effort qui est compliqué à gérer. Moi je suis pas du genre à faire des plans, j'avais fait aucun plan. Mais en fait, t'arrives pas à tenir tes plans, ta cadence. Le mental, c'est compliqué de gérer sur 9 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme Ouais. un week-end, c'est que tu sais que demain t'as fini, par exemple. Là, tu pars dans un chantier. Mais moi, je suis parti complètement la fleur au fusil. En plus, je suis parti, j'avais pas de tente, j'avais pas de duvet. Ma femme elle me dit tu vas dormir où? Je dis oh bah je devrais dormir chez l'habitant. Fleur bleue, tu vois. Je me suis dit, je me suis dit que ça allait bien se passer. Je suis vraiment parti serein et j'ai un ami à moi, Johan, qui est coach de judo, pas de judo, de vélo, qui est un ancien athlète de haut niveau en vélo. Il m'a vu avant le départ et tout, et il m'a dit, non mais je sais pas si tu sais dans quoi tu te lances là. Je lui ai dit, bah si, la Race Across, 2500 bornes, si, ça va faire. Et lui, il m'a dit après, il m'a dit, mais en fait, j'aurais même pas mis une pièce sur toi. Quand je t'ai vu partir comme ça, je me suis dit, c'est pas possible, avec mon vélo aéro, avec des pneus gonflés à 8 bars, un pneu de 23 mm, ouais, c'était vraiment pas le top, quoi. Mais je suis parti tout sourire, tout bien, et en fait, dès la première nuit, rien ne s'est passé comme prévu, en fait. Dès la première nuit, j'étais complètement cuit. Parce que finalement, je pense que ça m'a quand même fait stresser. J'avais mal dormi la veille. Donc, première nuit, déjà, gros coup de barre, j'avais envie de dormir. Alors qu'on était parti, j'étais parti à 18h le soir. Et à minuit, j'étais déjà en train d'essayer de dormir dans un fossé, tu vois. J'étais vraiment manque de sommeil. Et du coup, première nuit, et du coup, après, j'ai pas réussi à dormir, nuit blanche, j'ai rencontré un gars avec qui j'ai roulé, du coup, on a fait que discuter pendant 3 jours. On est resté ensemble pendant 3 jours. On a dormi. Il me dit, tu dors où ce soir? J'ai dit, bah, j'en sais rien. Bon, il me dit, ah, bah, on peut aller à l'hôtel. Donc, la première nuit, on n'a pas dormi. Deuxième nuit, on était à l'hôtel. Troisième nuit, hôtel. Et puis, finalement, je dormis à l'hôtel toutes mes nuits, finalement. Hôtel, Airbnb. Et puis, voilà, mais j'avais rien programmé du tout. Et c'est ça qui fait rien reconnu sur le parcours, rien programmé. Et je pense, même si je savais la difficulté de l'épreuve, parce que je suis quand même pas fou à ce point-là de m'inscrire sans connaître les risques, mais le fait de, comme toi, de pas reconnaître et de pas aller chercher tous ces détails-là, et ben en fait ça m'encombre pas l'esprit, tu vois, et du coup je peux juste rouler. Voilà. Avant le départ, j'avais monté un groupe WhatsApp avec les copains, avec tous mes copains. Et puis la famille en disant voilà, je monte un groupe WhatsApp, c'est pas pour enfin me raconter, c'est juste pour vous donner des nouvelles, pas que vous m'appelez tous les 4 minutes, quoi. Donc j'ai dit voilà, on fait un groupe, de temps en temps je vous donne des nouvelles et voilà. Sauf qu'en fait les copains, ils ont vu le petit bonhomme qui avançait sur l'écran via la balise GPS, ils sont tous devenus accros à la course. Ils étaient tous au taquet, à tel point que j'avais un copain, dès le deuxième jour, en fait, il a été génial parce qu'il m'a fait, tous les matins, je me réveillais, il me dit, bon alors Hubert, aujourd'hui, je t'ai préparé ton roadbook, tu dois aller à tel point, ce soir, tu peux arriver là. Je te conseille d'arriver là, parce que si tu dépasses ce village-là, après, t'as plus rien pendant 50 bornes. À mon avis, tu vas bien de manger là, parce que si tu manges là, tu seras mieux pour toi, parce qu'après, il y a plus rien et tout. Donc en fait, le mec, tous les jours, il me disait le sens du vent, le temps qu'il allait faire, la météo,
le kilomètre, Incroyable. le dénivelé. Il m'a fait ça gratuitement, sans que je lui demande rien, tous les jours. Et j'ai respecté son truc comme un bon petit soldat que j'étais. J'ai respecté. J'ai aujourd'hui, j'ai combien de bandes? Aujourd'hui, t'as 300 bandes. Bon, bah, ok, bah, aujourd'hui, j'ai 300 bandes. Et en fait, je me disais pas, c'est trop, c'est pas assez. Je dis, oh, bon, bah, ok, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça. Et du coup, je partais comme ça. Et voilà, ça a été au bout, comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment des moments de partage, tu vois, on en a toujours au même, les copains, le partage, la famille. Moi, au kilomètre 1000, j'ai eu un gros coup de moins bien parce que mon copain avec qui j'étais, il a abandonné et du coup, j'étais pas bien et ma femme, je l'ai eu au téléphone et enfin, elle m'a dit une phrase toute bête, mais elle m'a dit depuis le début, tu es sur le groupe, t'envoies des photos, toutes les photos que t'envoies, t'es dans le dur, tu tires la tronche. Elle me dit juste souris. Nous, on veut te voir sourire. Profite. Tu t'es entraîné pour être là. T'as la chance d'être là. T'as la chance de faire un truc qui te plaît. Profite. Et en fait, c'est tout bête, hein, mais une fois que t'as ça en tête, ça change totalement la philosophie de la course. Tu vois, moi, je me suis dit, putain, mais elle a trop raison, en fait. C'est faux. Il y a des milliers de gens en France, ne serait-ce qu'en France, qui rêveraient juste de mettre les fesses sur un vélo et qui peuvent pas, pour quelconque raison, physique ou financière ou mentale, je sais pas. Et nous, on a la chance de pouvoir le faire. On a la chance d'être là. Donc, vas-y, appuie sur les pédales et puis avance, quoi. Tu sais que, je sais pas si tu te souviens, mais avant que je parte pour le Tour, tu m'avais envoyé ça, tu m'avais dit un partage, quand je suis dans le dur, j'essaie de sourire, etc. Ouais, Et je l'ai fait pendant le Tour, je m'en suis rappelé, je l'ai fait. ouais. Bon, je l'ai pas fait très longtemps Bah, parce que voilà, je me suis arrêté au bout de 65 bornes. si t'as fait Euh, un petit coup de mieux quand même. voilà, et en fait, je l'ai fait, et bon, et après, la course est passée, j'ai oublié, etc. Et là, il y a pas longtemps, j'ai repris la lecture d'un livre que Ouais. je te conseille vraiment. Alors, il faut que je trouve la traduction en français parce que c'est un copain, un ancien invité du podcast, Lilian Doza, Ok. qui a traversé l'Atlantique à la rame, qui a fait Oh, Tour de ouais. France à vélo, etc., qui me l'avait offert. Le livre s'appelle Endure de Alex Hutchinson et Oui. c'est sur les performances physiques et en gros le lien entre mental et performance physique. Ok. Et au moment où je commence à le relire, mais là, il y a 2 jours, tu vois, donc j'avais ton épisode en tête, enfin, on avait déjà planifié le truc et tout. Je tombe sur un chapitre où il parle dans les années 60, je crois, des coachs en athlétisme qui commençaient à apprendre alors à travailler sur le relâchement musculaire du visage et du bas de la mâchoire Ah en ouais. particulier Ah ouais. Ouais. dans la performance, tu vois, de dire qu'en fait s'il y a des tensions qui pour eux s'il y avait alors que scientifiquement il n'y avait rien qui appuyait le truc, tu vois, mais ils disaient leur euh, leur euh, leur feeling, c'était que, en fait, si t'es tendu au niveau de la mâchoire, etc., ça a un impact sur ta performance. Ah mais Et donc, j'en suis convaincu. voilà, bah, du coup, c'est ce qu'ils disaient, qu'ils avaient entraîné des générations d'athlètes à avoir la mâchoire relâchée, et que dans la foulée, il y a d'autres chercheurs qui ont repris ce sujet et qui, pour le coup, eux, disaient, mais en fait, il faut aller au-delà de ça. Le sourire, Ouais. le sourire, en fait, Ouais. active un certain nombre de choses physiologiquement qui sont hyper bénéfiques à l'effort. Ouais. Et je me suis dit, punaise, mais la vache, mais c'est fou, c'est exact, enfin, c'est ce que Hubert m'avait dit avant le Tour. Et c'est vrai que pour le coup, en tout cas d'un point de vue sensation, j'avais pas de capteur sur moi et tout, donc ce que je raconte là, scientifiquement, n'a aucune valeur. Mais Ouais. sur le Tour, les 2-3 passages où tu vois les 2-3 côtes où je tire un peu la langue, le fait de sourire, j'ai l'impression que ça passait mieux, tu vois. Ah mais c'est sûr. Et moi, ça c'est mon copain Phil qui m'avait dit ça à son échappée belle en 2015, qui m'avait dit ça, qui m'avait dit arrête-toi, regarde juste autour de toi, souris. Souris, mais force-toi à sourire. Alors, des fois, t'en peux plus, évidemment, t'es cuit complet. Mais le fait de se forcer à sourire, de faire un vrai sourire. Euh, alors, tu parais un petit peu bête, hein, quand t'es tout seul, quand t'es tout seul en montagne. Mais, Le ravi de moi, la crèche qui. ça me booste grave. Même en 2015, tu vois, c'était vraiment, on était c'était la deuxième nuit que je faisais, deuxième nuit blanche, et c'était la pleine lune. Mon pote, il s'arrête, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais cuit, je voyais plus mes pieds, j'étais complètement carbo. Il me dit, arrête-toi, regarde la lune, regarde comme c'est beau, regarde, prends-en plein la tête. Il me dit, ah, hop là, il simule un appareil photo avec ses mains. Il dit, hop, clique dans la boîte. Ça, c'est rangé dans ma tête, tu vois, et il faut que je me ressorte quand ça va pas. Et ça, j'ai pris l'habitude aussi de le faire. Je m'arrête quand je vois quelque chose de magnifique. Bah, ce matin, par exemple, j'ai vu un lever de soleil, bah, je t'enverrai les photos.
mais vraiment, c'était mais magnifique, c'était rose avec le lac qui était plat et tout. Je me suis arrêté avec le camion, j'étais prendre en photo avec mon appareil photo, et aussi dans ma tête, toi, je me dis, clac, ça c'est dans ma tête, ça restera un souvenir, tu vois, et j'essaye de me rappeler de ça et de sourire. Et pour moi, c'est une thérapie qui marche vraiment trop trop bien. Et comme j'avais fait un trail en 2000, alors je crois que c'était en 2016, j'avais fait un trail au parc des Glaisins à Annecy, c'était un 25 km. Et il y a un mec, l'organisateur, il a une phrase qui, moi, maintenant, me résonne en permanence quand je fais des choses comme ça. Il pleuvait des seaux d'eau ce jour-là, mais vraiment. Et il faisait froid. On était tous sur la ligne de départ. Pour le coup, là, il n'y en avait pas un qui souriait. Hein. Tout le monde tirait une tronche d'enterrement. On avait froid, on grelottait. On attendait qu'une chose, c'est que le départ, il sonne. Et en fait, le mec, la course, tous les ans, elle est pour un enfant handicapé. Et le mec nous dit, vous avez froid, c'est dur, ça va être très dur aujourd'hui, parce que les chemins, c'est pentu, il y a de la boue, ça va être dangereux. Mais oubliez pas une chose. Et là, il fait monter la petite fille qui était handicapée, qui était en fauteuil roulant, qui était trempée comme nous. Il l'a fait monter sur le podium. Il dit, n'oubliez pas une chose, c'est que la petite fille qui est là, aujourd'hui, vous courez tous pour elle. Et elle rêverait d'être à votre place aujourd'hui. Donc, ne vous plaignez pas. Faites le job. Prenez du plaisir. Trouvez du plaisir là où il y en a. Il faut le trouver. Et pensez à cette petite fille qui est là, qui rêverait juste d'être avec vous, et de pouvoir se lever du fauteuil et d'aller courir. Et ça, moi, ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, mais il a tellement raison. Il a tellement raison. On a la chance de faire ce qu'on aime, le sport qu'on aime. Il faut y aller, il faut y aller avec le sourire et profiter. Même si des fois, il y en a qui cherchent la perf, la gagne et tout. Il y a toujours, moi, j'ai toujours cet esprit. J'ai déjà fait des courses que j'ai essayé de gagner, hein, sur des 10 km, des choses comme ça. C'est que vraiment, je me donne à fond, que je m'explose. Mais il y a toujours ce côté plaisir de se dire, on a la chance d'être là et il faut vraiment faire le max pour en profiter, quoi. En parlant du coup j'imagine que là, il y avait peut-être une association qui était associée à cette course, tu vois, qui avait organisé, Ouais. qui avait fait en sorte que, voilà, tous les ans, un nouvel enfant handicapé puisse C'est ça. venir. Toi, c'est quelque chose, le fait de courir pour une cause, d'un point de vue, tu vois, structuré avec une asso, etc. Toi, c'est quelque chose que tu as. Qui me tient à Je cœur sais que tu l'as maintenant, fait ouais. récemment, mais tu l'as Ouais. toujours eu en tête ou c'est récent? Bah, en fait, lui, il a semé une graine, ce mec-là, quand il m'a dit ça en 2016. Et, avec mon copain Phil, là, toujours le même, le même fou, on a décidé de traverser le lac d'Annecy à la nage en 2022 pour Siméon. Siméon, c'est le fils d'un copain à nous qui est handicapé, qui a une maladie orpheline. Et du coup, il a créé l'association qui s'appelle Décime et Démons pour Siméon. Et il a dit, mon pote Phil, il a dit, bah allez, viens, pour l'association, on essaie de récolter des fonds, on traverse le lac à la nage. Alors j'ai dit, ouais, traverser les lacs, Phil, c'est 15 bornes, quoi, dans le sens de la longueur. Et il me dit, ouais, mais ça va faire et tout. Et je dis, bon, bah ok. Puis, vu que je sais pas dire non, je dis, bon, bah ouais, si tu veux. Donc on a fait ça. Donc tout le monde, il y a plein de gens qui nous ont accompagnés, c'était génial. On n'a jamais été que tous les deux. À chaque fois, il y avait des copains qui venaient nager 1 ou 2 kilomètres avec nous. Il y avait des canoës qui nous suivaient, qui nous faisaient la sécurité. Siméon, justement, petit bonhomme, il nous a rejoint avec son père à l'arrivée. Enfin, tout était parfait, journée parfaite. Bon, c'était quand même très compliqué, hein. On a mis 7h30, je crois. Ah ouais. 7h30 dans l'eau. Je te cache pas que tu laisses un paquet de calories. Donc, et puis c'est pareil, on a fait ça fin septembre. L'eau était à 19. C'était pas non plus les meilleures conditions. Mais bon, ça a fait. Et Phil, en faisant ça, c'est pareil, il a arrosé cette graine que j'avais déjà, et maintenant, quand je fais quelque chose, donc là, j'ai aussi fait le bol d'or en vélo, 24 heures de vélo, toi, j'ai fait ça en 2024, on a fait pour l'association Basket au pied, pour les enfants qui sont atteints d'un cancer dans les hôpitaux. Là, récemment, j'ai fait le T24, donc un triathlon de 24 heures, où c'est qu'on tourne en rond pendant 24 heures. J'ai fait ça pour 2 associations, pour Décimer des Monts et pour les petits doudous d'Annecy. Donc ça, c'est voilà le but. Alors c'est vrai que je récolte pas non plus des sommes astronomiques, mais le but c'est d'en parler, d'essayer de récolter des fonds pour eux, et surtout d'en parler. Et puis aussi de faire prendre conscience à tous ceux qui sont là aussi qu'on a la chance de le faire, et que à travers nous, c'est aussi les enfants qui voyagent, tu vois. Mmh. Et ça, en tant que
parent, parce que moi j'ai la chance d'avoir 2 enfants en pleine santé, euh, c'est quand même génial de pouvoir aider un petit peu à ma manière, quoi. Clairement. Et je pense, enfin, tu vois là, je reviens sur mon abandon du tort, mais c'était la première fois que j'ai décidé de le faire aussi avec, en communiquant en tout cas autour d'une cause. Ouais. Et c'est vrai que du coup, enfin moi en tout cas, j'ai pas pris le départ avec la même approche. Ouais. Tu vois, c'est plus juste toi qui kiffe à titre perso, même si dans les faits c'est le cas. C'était moi sur les sentiers, Bien c'était moi sûr, qui bien kiffais, c'est sûr. moi qui avais la chance de faire tout ça, mais c'est quand même, j'ai trouvé ça très cool. Je l'avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai trouvé ça très cool de pouvoir donner de la visibilité à des gens qui en ont vraiment besoin, pour le coup, Ouais. à travers un truc fun, tu vois. Donc, Et puis t'as joindre cette, l'utile à l'agréable. en plus de jouer un utile agréable, ça te donne en plus en plus une motivation Ouais, supplémentaire. clairement, ouais. Moi, très clairement, là, j'ai fait, je te parlais du T24 que j'ai fait là au mois de septembre cette année. C'était un triathlon, c'est on faisait 4 heures de natation sur une boucle de 1 km, 12 heures de vélo sur une boucle de 16 km et 8 heures de course à pied sur une boucle de 4 km et demi. Et en fait, moi j'ai eu la chance de trouver un sponsor, un ami qui m'aide, et du coup, il m'avait dit, bah si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que chaque tour que tu fais, ça rapporte, c'est des pièces qu'on met à chaque fois dans les cagnottes des associations. Excellent. Et ça, c'est un booster énorme pendant ta course, parce que quand t'es sur ton vélo, que t'en peux plus, tu dis, allez, je repars pour un tour, chaque kilomètre que je fais, c'est des sous pour les enfants, pense à eux, et ça, c'est un booster, enfin, c'est génial, quoi. Et puis, alors en plus, c'est fun, parce que ça te donne le sourire. Tu te dis, allez hop, encore un tour de toi de fait, allez, hop. Et puis toi, ça repart comme ça, mais ouais, c'était génial, quoi. Puis dans le partage, toujours, tu vois, c'est toujours pareil. On partage, donc c'est top. Ouais. C'est top. C'était quoi l'entreprise du coup qui t'a accompagné? Parce que je crois que c'était la première fois que tu avais un sponsor, c'est ça? Ouais, c'est la première fois que je trouvais un sponsor. Bah, en fait, c'est moi qui ai fait la démarche, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas si, enfin, tu t'es au courant, mais les engagements sont de plus en plus chers. Notre passion, et moi j'en ai plein de passions, toi j'ai le vélo, triathlon, le trail et tout. Moi je trouve que les engagements sont de plus en plus chers, c'est pas toujours justifié. Par exemple, tu vois, le triathlon d'Annecy, c'est sur route ouverte. J'ai rien contre le triathlon d'Annecy, mais je l'ai fait plusieurs fois. Mais c'est sur route ouverte, c'est un effort qui dure pas très longtemps, c'est le format olympique. On paye 90 € quasiment l'inscription. Il y a un ravitaillement à la fin. Enfin, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est pas totalement justifié. Et là, la course, le T24, c'était 500 € l'inscription. Ah oui. Donc moi, je roule pas sur l'or, très clairement, et j'en ai parlé à mon copain, et je lui dis, moi, j'aimerais bien la faire cette course, mais je veux pas mettre 500 € de ma poche pour faire une course. Je trouve ça hors de prix. Et c'est là qu'il m'a dit, bah, si tu veux, on te sponsorise. Donc lui, l'entreprise, ça s'appelle Repère, c'est une plateforme d'investissement pour qu'ouvert à tous, qui est dans le domaine de l'immobilier et de la restauration. Il m'a dit, bah, moi, si tu veux, je te sponsorise, pour toutes les courses que tu fais, on fait un planning, et tu me dis, et moi, je te paye tes engagements, et plus s'il faut, les frais que j'ai pour y aller en voiture, les équipements, donc je dis, bah, donc j'ai signé un partenariat avec lui, et c'est génial du coup, parce que ça m'a enlevé une pression, parce que quand tu sais, le vélo, ça coûte cher, les entretiens, ça coûte cher, tout coûte cher, et du coup tu te dis, bon bah voilà, si je suis un peu aidé cette partie-là, alors évidemment c'est pas des millions, mais si je suis un peu aidé, et ben ça rend le truc encore plus sympa, tu vois. Quand c'est gratuit, c'est toujours mieux, c'est Ouais. ce qu'on dit. Donc voilà. Mais toi, la Race Cross France en 2023, j'avais payé mon inscription, à l'époque c'était 400 €. 400 € pour traverser la France sur une course qui est une deadline de 10 jours. Bon bah là, pour le coup, je trouve que c'est pas cher. Ouais. Parce que Ouais. c'est quand même une course qui dure 10 jours. Il y a quand même toute une logistique derrière, il y a quand même une équipe médicale, il y a tout ça, au cas où, en cas de pépin, c'est quand même, ça va, c'est pas cher. Aujourd'hui, n'importe quel trail ou ultra trail, même un 10 km, avant, quand j'ai commencé le trail, moi, à 10 km, c'était 10 €, c'était toujours 1 € du kilomètre. L'année où j'ai fait mon échappée belle, en 2015, c'était 144 km, j'avais payé 160 € l'inscription, je crois. Aujourd'hui, bah, tout a augmenté, quoi. Tu vois une Ah inscription bah, sur un UTMB, c'est à peu Tort des près, géants, 1 000 €. Voilà. oh là là. Tu vois, 1 000 €, comment tu fais quand t'as un salaire normal, et
Ah bah moi rapporté au nombre de kilomètres que j'ai vraiment fait, Ça fait cher le kilomètre. ça fait cher le kilomètre. Mais du coup, t'as réussi à te faire aider pour ça, toi, ou pas? Justement. Alors non. Sur les équipements, peut-être? Oui, sur l'équipement, oui, 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 non, oui, absolument. Sur l'équipement, là, au moment où on enregistre, c'est pas encore officiel, mais j'ai une entreprise. Bon, j'en parle parce que ça me fait plaisir et puis que ça fait 3 ans d'affilée qu'on travaille ensemble. Mais il y a Simalp qui est partenaire du podcast en 2025 et ça va être annoncé en décembre. Ouais. Enfin, sur un mois. Et dans le cadre de ce partenariat, j'avais du matériel. Donc, non, j'étais équipé intégralement, pied à la tête en Simalp. Donc, c'est sûr que ça, c'était déjà une bonne aide. C'est sur ça le prix parce que chaque veste, chaque truc, c'est pas que je sois un radin, mais c'est que je trouve que, en fait, les mecs ils surfent sur la vague, que ça soit la mode, et les prix ils s'envolent complètement, quoi. Ah bah, s'il faut que tu t'équipes de la tête aux pieds du matériel neuf de trail, t'en as pour 1 000 €. Hein. Tu veux, tu veux des vestes de pluie, une veste de pluie, une veste chaude, paire de chaussures, un short, t-shirt, un pantalon, t'es à 1 000 €. Hein. Tu vois, moi, en 2015, en 2014, quand j'ai fait la Maxi Race, j'avais déjà été voir mon patron, parce que j'étais salarié d'une grande entreprise, on était 100 dans l'entreprise, et on était 2 en zinc gris, mais c'était une grosse entreprise de charpente menuiserie. Et au culot, j'étais voir mon patron, je lui ai dit, bah voilà, je vous explique, lors d'aujourd'hui, je fais du trail, ça me coûte trop cher, je veux que vous m'aidiez. Il m'a dit, bah ok, qu'est-ce que j'allais gagner? Je dis, bah moi, on fait de la pub pour le boulot, moi je fais des t-shirts, on les fait floquer au nom de l'entreprise et tout. Il me dit, bon bah banco. Et il m'avait payé des tenues complètes, floquées au nom de l'entreprise, et après en 2015, j'ai été le revoir, il m'avait payé l'inscription à Échappée Belle. Ah ouais. Il m'avait donné le jour de congé avant la course et après la course. Donc j'étais payé chez moi à rien faire. Et en fait, j'avais négocié comme ça. Et du coup, j'avais négocié avec eux. Je dis, bah moi, voilà, par exemple, à l'époque, j'ai fait 2 ans de CrossFit. Je fais un peu de sport pour compléter. Faut me laisser une demi-heure de plus le midi. Ouais, pas de souci. Je m'étais installé une salle de sport dans mon atelier avec un trainer, de la corde à sauter. Je venais le matin très tôt pour m'entraîner. Et en fait, j'avais accès à tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis parti au bout d'un moment, c'est que bah ça fait des jaloux, comme toute grosse entreprise. Les mecs qui viennent te voir, ouais mais toi t'as droit à ça, t'as droit à ça, moi j'ai pas le droit. Donc tu sais comme ça fait dans les grosses entreprises. Ouais. Hein, donc voilà. Mais ouais, je m'étais au culot, j'avais déjà été voir mon patron pour lui demander de l'aide. Il m'avait aidé, il me payait 3 paires de chaussures par an. Il me payait des tenues, des sacs. Donc comme quoi, il faut oser. Hein. bah, mais moi pour le coup, là-dessus, moi, j'ose. Parce que, en plus, et puis j'étais fier de courir pour mon entreprise aussi, tu vois. J'étais fier de travailler pour cette entreprise-là. Ça me posait pas du tout de problème d'avoir un gros logo dans le dos ou devant. J'avais aucun problème. Après, j'ai joué aussi carte sur table. Hein. Je dis, moi, je vais pas monter sur les podiums, hein, je vous le dis tout de suite, mais les photos qu'à chaque fois, donc dès qu'il y avait des photographes sur les courses, et ben, j'achetais les photos et je leur donnais, et puis eux, ils mettaient ça sur leur site, tu vois. Ça en faisait de la pub en disant qu'ils étaient un peu dans la démarche un petit peu écologique, montagne, tout ça, et tout et tout, quoi. C'est super qu'on parle de ce sujet en particulier parce que je le mentionne dans plusieurs épisodes sur le podcast. Souvent, tu m'as souvent envoyé des messages en me disant mais ça serait cool que tu demandes à ces invités-là comment ils font pour tu vois se payer un tour du monde, une traversée de tel continent à pied. Et quand j'y pense, je mentionne, tu vois, je te mentionne, je dis ah oui alors attends, j'ai une question parce qu'il y a Hubert qui me demande souvent. Mais t'as tellement raison, tu vois, parce que de l'extérieur, c'est typiquement le genre de sujet, surtout en France, dont on parle pas trop, tu vois. Ouais. Mais en fait, ton histoire, bah voilà, et comme plein d'histoires d'ailleurs d'invités sur le podcast, quand je pose la question sur la partie finance, c'est juste une preuve de plus que bah faut oser demander Ouais. qu'il y a toujours plein de choses qui sont possibles et parfois il y a des soutiens. Moi, je pars du principe où t'as rien à perdre, en fait. Bah ouais. Qu'est-ce que t'as à perdre? Donc, moi, j'ai toujours demandé pour la Race Cro France en 2023. J'ai discuté avec des gars, mais en plus, des mecs que je connais pas forcément. Je discute, et puis je dis, ah, t'es patron et tout machin. Bah, tu peux m'aider, d'un coup. Je lance le sujet en rigolant. Et puis, le mec, du coup, bah, je sème une petite graine, et puis il réfléchit, il me rappelle 2 jours après, ah ouais, pourquoi pas, ton idée, il me dit bien. Je dis, ouais, bah, allez hop, on y va, feu. Ouais. Et pour la Race Cro France, j'avais trouvé 2-3 sous aussi, ça m'avait payé 4 nuits d'hôtel, tu vois, par exemple. Ouais, bah ouais. Bah, 4 nuits d'hôtel, c'est pas négligeable, quoi. Quand tu peux ne pas les payer toi, c'est toujours de l'argent que tu gardes pour manger ou pour autre chose, quoi. Donc,
Je donne souvent cet exemple, le podcast, quand le podcast a commencé à prendre, en toute humilité, hein, mais quand voilà, je savais que je voulais continuer, que ça me plaisait vraiment, etc. Ouais. J'avais pas de bureau, j'avais rien, tu vois, j'enregistrais, je posais un micro sur un lit et je mettais des coussins autour du micro et ça faisait, voilà, mon studio, quoi, si tu veux. Ok. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, il faudrait quand même que j'ai une planche, tu vois, une planche avec 2 pieds pour poser un ordinateur dessus, quoi, juste le minimum. Ouais. Et j'ai regardé les bureaux assis debout. Tu as les bureaux sur pied électrique, là, que tu peux lever. Et ça coûte super cher, en fait. Ça va dire ça, ouais. Je sais pas, ce que je regardais, c'était dans les 800 000 euros, tu vois. Et Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, non, je vais pas mettre 800 000 euros dedans. Je vais contacter une entreprise qui fait des bureaux assis debout et je vais leur dire, est-ce que vous voulez être sponsor du podcast, tu vois. Ouais. Mais rien à voir. Je fais un podcast, enfin, mon podcast, tu le sais très bien, les invités, on parle pas de business, on parle pas de. Donc, a priori, t'aurais pu te dire, ouais. Qu'est-ce qu'il me demande, ce mec-là, quoi, c'est n'importe voilà, quoi. c'est ça va pas les intéresser. J'ai envoyé un mail un dimanche à une entreprise qui fait des bureaux assis debout en France. Le lundi matin à 8h, j'avais une réponse de la PDG qui me disait oui, ça m'intéresse, ça nous intéresse, on y va. Voilà. Bah, tu vois, c'est fou, hein. Tu vois, et j'ai toujours mon bureau assis debout 5 ans plus tard. Et toi, tu leur as pas demandé, bah tu l'auras peut-être jamais eu ton bureau, donc c'est clair qu'il faut oser, ouais, faut oser. Ouais. Moi là-dessus, j'ai pas trop de remords parce que ce que je dépense pas à côté, bah c'est de l'argent pour toi, pour la famille, pour les restaurants avec tes enfants et tout. C'est quand même plus sympa que d'acheter. C'est déjà assez égoïste ce qu'on fait. Hein. C'est des sports où c'est qu'on est quand même tout le temps tout seul. Moi je trouve ça. J'en suis conscient que ce soit hyper égoïste. Le triathlon c'est égoïste, le trail c'est égoïste. C'est des sports qui sont vraiment Comment vous trouvez cet équilibre d'ailleurs avec ta femme, avec ta famille? Est-ce que ta femme a aussi ces hobbies qui prennent aussi du temps où elle est seule, ou c'est quoi l'équipe que vous avez réussi à trouver? Alors je sais pas trop comment on a réussi à trouver cet équilibre. Bah après ma femme, nous je te dis, ça fait un paquet de temps qu'on est ensemble, hein, donc on se connaît par cœur. Ouais, moi j'ai juste que moi j'ai besoin de son soutien et j'ai besoin qu'elle approuve ce que je fais. Typiquement, un exemple, la Race Cross France en 2023, sachant que j'ai perdu mon frère d'un accident de vélo et tout. Bon, c'était pas sur la route, mais elle m'a dit, mais moi, je veux pas que tu fasses cette course, je trouve ça trop dangereux. Et c'est vrai que le vélo, moi, je trouve que c'est un des sports les plus dangereux. Même moi qui suis motard, qui fais de la moto, je trouve que le vélo, c'est encore plus dangereux parce que les mecs, ils te respectent pas sur la route, en fait, en voiture. Donc, je dis, bah, écoute, on en a discuté, je dis, moi, si vraiment tu veux pas que je la fasse, que moi, je m'étais déjà inscrit et tout, parce que moi, quand j'ai un truc en tête, généralement, je vais jusqu'au bout des choses. Et je dis, moi, si vraiment ça te mine à ce point-là, j'y vais même pas, parce que, en fait, ça va me bouffer, et je veux penser qu'à ça sur mon vélo, et ça sert à rien, et je n'irai pas au bout, quoi. Donc, j'ai besoin qu'elle ait sa bénédiction, entre guillemets, et qu'elle soit derrière moi, parce que, et déjà, c'est un vecteur pour moi de motivation. Parce qu'en fait, elle m'a toujours encouragé tout le temps. Puis même au judo déjà, quand je fais des compétitions de judo, tu l'entendais hurler dans les tribunes pour me booster. Donc ouais, elle a toujours été derrière moi. Puis elle adore le sport en général. Elle en fait pas plus que ça, mais elle adore le sport en général. Donc voilà. Aujourd'hui, on reproduit le même schéma sur mon fils qui fait du rugby à fond, du judo aussi. Ma fille qui veut s'inscrire à la boxe, là, elle va s'inscrire à la boxe. Donc on reproduit le même schéma, c'est qu'on est toujours... moi, mon fils, j'ai jamais loupé un match de rugby, tu vois, par exemple. Je suis toujours derrière lui, toujours à fond, et lui, du coup, il me rend l'appareil sur mes courses, c'est pareil, quoi. Donc j'ai besoin de passer l'arrivée avec eux, et si elle me dit qu'elle peut pas venir à ma course, bah ça m'embête, tu vois, parce que je me dis, ah mince, je vais être tout seul. J'aime pas ça, tu vois. Je préfère qu'elle vienne, en fait, tout le temps. Là, le T24, la dernière course en date, c'était le triathlon de 24 heures. Elle est venue, la course a commencé le samedi à midi et elle finissait le dimanche à midi. Bon, bah, le dimanche, dès qu'elle a pu, parce que le samedi, elle a dû gérer les activités des enfants, le rugby et tout, et le dimanche, dès qu'elle a pu, elle m'a retrouvé, elle était là à 9h du matin, tout le monde a couru avec moi, ma fille, elle a couru avec moi un tour, mon fils, il a couru 2 tours avec moi, on a passé l'arrivée ensemble. Bon, bah, voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa, et moi, c'est des souvenirs qui me restent gravés aussi, tu vois, c'est le fait de franchir l'arrivée ensemble, c'est quelque chose de, voilà, c'est cool, je trouve, quand même. Cool. Donc ouais, ça, c'est un support qui a pas de prix, quoi. Parce que, bah d'ailleurs, t'as vu le film que je t'ai envoyé, parce que j'ai eu la chance d'être filmé pendant le T24, je pense que le cameraman, il a bien retranscrit ça, le fait que j'ai besoin d'eux, quoi.
Magnifique film d'ailleurs. Bien joué le caméraman et le monteur. Ouais, il a réussi à rendre un film sympa, alors que la course, c'est quand même beaucoup de tourniquets. On fait quand même, c'est quand même beaucoup la souris dans la cage. Quand tu commences à enchaîner, je sais pas combien de tours de vélo, de natation, de course à pied, c'est un peu toujours la même chose quand même. Donc, c'est pas pire que le bol d'or. Le bol d'or vélo, c'était vraiment. Parce que c'était des boucles de combien En vélo, tu au bol parles? d'or? Le bol d'or, bah, c'est la longueur du circuit. Donc en fait, pendant 24 heures, tu fais des tours du circuit du Ah Castellet. ouais. Et le circuit, de mémoire, il doit faire, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 4 km quelque chose. Donc la grande Ouais. ligne droite du Mistral, plein vent, évidemment, de face, toi. Tous les tours, 24 heures, bah là, si tu veux te forger, allez, interdit aux écouteurs, interdit aux prolongateurs. Donc là, Ah ouais. si tu veux te forger un mental d'acier, prends ton vélo et inscris-toi sur le bol d'or, tu verras, tu vas revenir plus fort. Ah, c'est pas loin de la maison en plus. Bah voilà. Ouais, le Castellet, attends, bol d'or vélo. Par contre, c'est un jour, tu veux le faire en équipe, tu peux le faire en équipe de 2, 4, 6. Si tu veux le faire en équipe un jour, je suis chaud. En équipe, ça va être sympa parce qu'il y a ce partage de relais et tout, c'est rigolo. Mais moi, je l'ai Ok. fait en solo, et oui, en solo, c'est long. C'est très, très long. À la force, le circuit, tu le connais, hein. Quand tu vois après des courses à la télé, ah oui, bah oui, je vois très bien ce virage. Donc, Le voilà, bol ça, c'est d'or, cool. ok. C'est Ah, cool. 200 € quand même, en De- solo. 200 € l'inscription? Ouais, 180. Ouais. Putain, moi, je m'étais fait payer aussi, moi, tu vois, ce coup-là. Donc, Ah bah voilà, faut c'est que je pas. trouve. Je vais chercher des Ouais. potes. Mais Ouais, d'ailleurs, faut. Hubert, t'as pas une entreprise, toi? T'es pas... Si, faut que tu montes une assos pour que ça me déduise des impôts. Mais en parlant de course, du coup, on a beaucoup échangé là sur tout ce que t'as fait, tu vois, tes motivations, comment, enfin globalement, j'ai l'impression que t'es un peu un explorateur du sport. Tu vois, tu testes de nouveaux formats, Ouais. ta pratique évolue. Enfin, je veux dire, ça fait pas 20 ans que tu fais, Non, c'est vrai. et c'est pas du tout péjoratif, mais de la course de haie, 100 mètres, et que tu sors pas de ça, quoi. Tu explores. C'est quoi les prochaines explorations sportives pour toi, s'il y en a qui sont déjà prévues? Ah, euh, La c'est. liste est longue, c'est ça? Non, 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 la liste n'est pas longue parce que je vis un peu au jour le jour. Je suis pas du genre à planifier un truc dans 10 ans. Mais il y a un projet auquel on a fait une demande d'inscription. Je pense pas que ça aboutira parce que on a un projet sur le. Alors, je cherche le nom. Ah, j'ai mangé le nom. C'est triathlon tu pars en courant depuis l'Angleterre. Ah, l'enduroman? L'enduroman, voilà. En fait, l'enduroman, ça n'a jamais été fait en équipe de A à Z ensemble. Ça a été fait en relais, en individuel, mais pas en équipe. Et du coup, Phil, mon pote nageur, il m'a dit, bah viens, on s'inscrit et on demande à s'inscrire en équipe, tous les deux, et on se lâche pas d'une semaine tout le long. Waouh. Donc on a fait une lettre de motivation pour ça en anglais, enfin c'est lui qui l'a rédigé en anglais d'ailleurs. On n'a toujours pas de réponse de l'organisation, donc il y a ça qui est dans un petit coin de la tête. Donc là c'est quand même un délire parce que la nage, moi c'est vraiment un nage qui me fait peur. La nage au plus court c'est 37 km et ça peut doubler la distance suivant les courants, tu vois. Ouais. S'il y en a qui sont pas familiers de l'enduroman, c'est départ de Londres en courant, Oui, c'est ça? 140 km en courant sur du plat jusqu'à la mer. Voilà. Traversée de la Manche à la nage Exactement. et en finir en vélo Jusqu'à jusqu'à l'Arc de Paris, à Triomphe. Arc de Triomphe. Donc du coup, en vélo, c'est un 300 bornes. De mémoire, ça fait dans les 300 km. Donc ça, si tu veux, c'est la partie cool, on va dire. Ouais. C'est une course, c'est pas une course qui a un jour de départ type avec plusieurs mecs qui se lancent en même temps. C'est une course où c'est qu'il y a des créneaux de départ, une période, genre il y a une première période qui est de mai à juin, une deuxième période qui est de août à septembre, un truc comme ça. Et en fait, c'est l'organisation qui te contacte, qui te dit bon bah voilà, on a un créneau parce qu'en fait, il y a beaucoup de transports maritimes dans la Manche, donc tu peux pas faire n'importe quoi et t'es obligé d'avoir un bateau derrière toi de l'organisation avec quelqu'un de l'organisation dessus qui surveille bien que tu traverses en nageant et que tu t'accroches pas au bateau. Interdiction de t'accrocher au bateau pour quelconque raison. Donc c'est toute une logistique assez improbable d'ailleurs. Ouais, il faut trouver le bateau, le gars d'organisation, il faut trouver un mec qui nous guide pour savoir dans quel sens, enfin pas dans quel sens, mais comment tu traverses la Manche par rapport au courant. Parce qu'en fait, les courants, faut savoir qu'il faut pas les éviter. Faut les prendre. En gros, si t'as le courant qui te pousse sur la droite, faut pas que tu continues à nager en forçant sur ta gauche. Faut que tu te laisses porter
Et il vaut mieux faire la boucle, même si c'est plus dur et plus long, que de traverser tout droit. Tu n'y arriveras jamais. Si tu traverses tout droit et que ça te pousse, tu n'y arriveras jamais. Donc Ok. ça, faut prendre en compte et il faudra quelqu'un qui gère tout ça, tu vois. Donc ça, on n'a pas de réponse. Et l'autre projet que j'ai en tête, ça serait parce que j'ai reçu mon diplôme et je reçois des mails régulièrement. Vu que j'étais finisher de la Race Cross France 2023, je suis d'office qualifié pour faire la Race Cross America. Oh waouh, ah ouais, je savais pas ça. Si, en fait, parce que pour faire la Race Cross France, tu devais, dans ton inscription, tu devais justifier une trace de 1000 km d'une seule traite pour prouver que tu as le niveau pour faire un 2500. Vu que moi j'avais pas fait 1000 km, j'avais envoyé à l'ordinateur ma trace de 1500 km et j'ai aussi envoyé à l'ordinateur mes résultats, ultra trail, Ironman, un peu tout ce que j'ai fait. Je lui dis voilà, moi je suis pas le plus rapide, je suis pas le meilleur, par contre j'ai du mental et moi la course je vais arriver au bout, c'est sûr. Je lui avais dit vraiment comme ça, je lui dis moi de toute façon la Race Cross France, j'arriverai au bout quoi qu'il arrive, mais j'arriverai au bout. Et du coup, il m'a laissé ma chance. Donc, j'ai pu faire la Race Cross. Donc, j'étais au bout, comme promis. Et du coup, j'ai reçu un petit diplôme que j'ai encadré à la maison. Et je suis qualifié pour la Race Cross America. Donc, la Race Cross America, c'est la traversée des États-Unis en vélo d'ouest en est. Et du coup, ça fait 4800 km, 50 000 mètres de dénivelé positif. On traverse 11 États et on a 14 jours pour y arriver. Donc la deadline, elle est très très fine. 14 jours, ça fait du 400 bandes par jour, un peu plus. C'est chaud, c'est chaud. Donc après, par contre, j'ai vu que je suis déjà été sur le site et plus t'es vieux, plus t'as droit à des heures supplémentaires pour passer la barrière horaire. Et vu que j'ai eu mes 40 ans cette année, j'ai eu le droit à un gap de plus. Donc voilà, donc ça serait un projet et mon sponsor, il est vrai chaud pour ça. Mais bon, là, c'est un autre budget. Là, faut trouver 30 000 euros. L'inscription, c'est 4 500 euros, par exemple, tu vois. Ouais. Et puis de mémoire, t'es obligé d'avoir une assistance obligatoire. Exactement. Donc là, c'est assistance obligatoire parce que c'est pas comme en France, il n'y a pas des cimetières où c'est qu'on peut remplir nos gourdes tous les kilomètres. Là-bas, il faut que tu aies un camping-car qui soit devant toi pour t'accueillir, pour donner à boire, à manger et pour que tu dormes. Donc ça, il faut déjà une équipe avec un camping-car. Et il te faut une équipe aussi qui soit derrière toi avec une voiture type le pick-up comme ils ont tous là-bas, avec des signalisations de la course, avec des gyrophares et qui te suit tout le temps. Donc c'est aussi dur pour l'équipe logistique parce que les mecs roulaient toute la journée, toutes les nuits à 20 km/h, enfin je dis une bêtise, Ouais. 20-30 km/h, tu vois, c'est aussi c'est pas évident non plus quoi. Donc faut trouver toute l'équipe qui veut faire ça, il faut payer tout ça parce que tu loues des véhicules d'un côté d'un pays, tu les rends de l'autre. Donc tout ça, ça a un coût en fait. Faut nourrir tout le monde. Faut nourrir Ouais. tout le monde, faut évidemment, faut payer le billet d'avion à tout le monde. Tu vas pas faire payer des copains qui te suivent à l'autre bout du monde pour t'encourager. Donc j'ai budgété ça à 30 000 euros. Wow. Donc faut que je trouve, mais je suis pas, je suis convaincu que si je me mets à chercher partout, je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver. Donc ouais, puis la Race Cross America, c'est vraiment une course qui est connue dans le monde entier. Donc elle résonne un peu plus si tu veux pour les sponsors. Ouais. C'est vraiment Oui, c'est quand même là, on est sur de la légende, ouais. légende ultime là. C'est Race Ouais. Across America. C'est quelque chose qui pour tout le mec qui fait du vélo et tout, c'est une course qui parle un petit peu à Ouais. tout le monde quand même, tu vois. Ouais. Donc ça serait Waouh. un projet, mais je voudrais pas attendre d'avoir 50 ans pour faire ça parce que aujourd'hui je suis en forme, tout va bien, donc je me dis pas mettre 10 ans pour arriver à cet objectif, donc à voir. Mais ça c'est un truc qui me dirait bien, ouais. Parce que c'est encore une aventure qui est partagée, du coup, t'as du monde derrière, t'as du monde devant, t'es tout seul, mais t'es pas tout seul. Donc ça me plaît, tout cet esprit-là. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, des mecs qui font des vidéos sur YouTube, là, qui racontent leurs courses, qui durent 15 jours, là. Et ça me donne vraiment envie. Les paysages sont juste magnifiques. Le climat, il est fou. Tu passes de 50 degrés à 0 en 3 jours. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui Ouais, j'ai déplace. l'impression que c'est pour en avoir parlé avec Arnaud Ouais, Manzani, du coup le créateur de la Race Across France, parce qu'on travaillait ensemble chez Apple à l'époque. ouais. J'ai l'impression que c'est une aventure, ça te marque à vie, quoi, forcément. Enfin, Lui, il pourrait te le dire que c'est la marqué à vie. Hein. Maintenant, Ouais.
Maintenant, il est devenu concepteur de la Race Acro. Il s'occupe de ça dans le monde entier. Il en fait en Belgique, au Canada, partout. Et je pense clairement que par contre, lui, c'est un autre. Ce qui est un autre, il est différent de nous, c'est que lui, il l'a fait rapidement, quoi. Il l'a fait pour gagner. Ouais. Donc là, c'est encore un autre level. Je me rappelle plus de son chrono, mais je sais pas si c'était pas 11 jours, un truc comme ça. C'est stratosphérique. Hein. Ouais. Lui, c'est un mode à fond la caisse, quoi. Donc de toute façon, 14 jours, ça fait un bon ratio kilomètres. Hein. Moi, sur la Race Acro France en 2023, si je divise le nombre de kilomètres que j'ai fait avec le nombre d'heures que j'ai mis, ça fait du 303 km par tranche de 24 heures. Donc, ça fait déjà c'est pas trop mal déjà, tu vois. C'est déjà tout à fait honorable, on va dire. C'est honorable. C'est honorable. Et sachant que j'étais chargé à bloc, hein. Mon vélo, il faisait 16 kilos. Hein. J'avais des sacoches devant, derrière, prolongateur. Parce que j'avais peur de manquer, donc j'avais pris des accus. Je me suis même pas servi d'ailleurs. J'ai pris à manger, parce que moi, je tourne pas au bar énergétique, je tourne au Beaufort, au Comté, au saucisson. Donc ça prend plus de place que les bars énergétiques, que les gels. J'avais pris plein d'affaires, du chaud, du froid, et au final, j'ai tout mis. Donc finalement, c'est que j'avais pris ce qu'il fallait, quoi. J'ai mis toutes mes affaires. À un moment donné, j'avais toutes mes affaires sur moi. J'avais les sacoches vides. Donc voilà. Donc voilà, toujours essayer de chercher des choses qui vont te chercher, je sais pas, qui te mettent dans un état. Je sais pas pourquoi on fait ça. Toi, je sais même pas pourquoi tu fais aussi des ultras. Tu vas chercher un état dans lequel t'es complètement inconfortable, mais que t'es quand même bien. Je sais pas comment l'expliquer. Ces courses là, mais écoute, c'est du plaisir quand même avant tout, voilà. Ouais, je pense qu'il faut que ça reste. Oui. Enfin, ça c'est mon avis à moi, ma façon de pratiquer la chose. Il faut aussi que ça reste du plaisir. Et ouais, mais. J'ai bien aimé ta partie que t'avais dit quand t'avais décrit ta course. Sur le Thor. Sur le Thor. Jusqu'où t'étais prêt avec tes limites, tes barrières. J'ai bien aimé comme t'avais planifié ça, je trouve. Ouais, voilà, j'ai marqué un petit temps d'arrêt parce que je voulais pas encore reparler du Thor. Enfin, c'est ton épisode et pas le mien, mais je mettrai quand même le lien vers cet épisode. J'ai fait un épisode débrief de mon abandon sur le Tour des très intéressant. Et voilà, le lien est en description de cet épisode. Mais en fait, c'est un invité. Je sais plus quel invité m'avait parlé de ça. M'avait dit qu'il avait, quand il abordait une course, en fait, il avait en gros une limite droite, une limite gauche. Enfin, tu vois, un cadre. Et qu'à partir du moment où il voit qu'il sort de ce cadre, c'est un signal pour lui qu'il potentiellement il faut arrêter, tu vois. Ouais. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est génial parce que déjà, ça simplifie la chose, parce que sortir du cadre, il faut que tu puisses un peu le mesurer, tu vois. Moi, là, en l'occurrence, c'était douleur musculaire, épuisement, manque de sommeil, ok. Douleur type ce que j'ai eu articulaire, où j'ai un doute sur l'impact sur ma santé à long terme, j'arrête. Ouais. Du coup, en fait, tout de suite, tu vois, tant que tu avais que la douleur musculaire, tu dis non, mais c'est bon, je suis dans le cadre, c'est dur, je continue. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, ça, je l'ai pas. Et ça m'a fait défaut. Hein. Je me suis fait opérer du genou. J'ai eu plein de problèmes physiques parce que j'ai été chercher trop loin. À un moment donné, j'ai perdu jusqu'à 6 kilos en 17 heures. Donc, ce que je fais, parce que je veux toujours aller au bout de l'objectif. Mais maintenant que je suis à mon compte, je vois les choses un peu différemment. Tu vois, sur le dernier triathlon que j'ai fait de 24 heures, j'avais pas des limites, mais je m'étais dit à un moment donné, la course à pied, c'est vraiment ce qui me pêche le plus aujourd'hui parce que je m'entraîne pas, je trouve plus trop de plaisir à m'entraîner, donc je fais que les courses. Et du coup, je me suis dit, mais là, si tu continues, c'est sûr que en fait demain, parce que moi j'étais au boulot le lendemain, tu vois, fallait que j'ai travaillé le lendemain, j'avais pas le choix, j'avais du boulot, j'ai des clients qui m'attendent, donc jusqu'où t'es prêt à aller en l'état d'épuisement, si tu veux. Moi, l'ultra trail en 2015. J'ai été complètement oxy pendant 3 mois après la course. Pendant 3 mois, j'étais au volant de mon camion, quand j'allais sur les chantiers, dès que je m'arrêtais à un feu rouge, je m'endormais. C'était mon collègue qui me réveillait, tu vois. Ça m'avait vraiment vidé les batteries complet, quoi. Et ça, je l'ai vécu et je veux plus trop le revivre, tu vois. Ouais. C'est quand même dangereux, faut quand même prendre soin de sa santé et voilà. Faut faire gaffe, comme tu dis, faut se mettre des limites. Moi, la limite, par exemple,
à hallucination, pour moi, j'ai clairement pas envie de revivre ça. C'est pas un truc qui m'a fait rigoler. Sur le coup, ça m'a fait rigoler, mais après, j'ai écouté pas mal de podcasts de Rémi Udrel d'ailleurs, qui est pas mal en collaboration avec Arnaud Manzanini. Il parle du sommeil et tout. Et quand t'es en état comme ça, c'est ton cerveau, il vrille en fait. C'est pas bien du tout. Il faut rester lucide. Alors maintenant, je privilégie, tu vois, la RAF. Je mettais la Race Across France. Je dormais par nuit 4 heures. Et après, je fais des micro-siestes de 15 minutes, 2 fois dans la journée. Et ça me tenait. Et je sais que quand je fais ça, je suis lucide et tout va bien, en fait. Et dès que ça va pas, hop, je m'arrête dans le fossé, en position fétale. Fais tout ça, tac, 15 minutes, chronomètre en main, je m'endormais, je me réveillais, c'est reparti, et allez. Et ça, faut aussi savoir s'écouter, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà. Je suis d'accord. Eh ben, écoute, Hubert, un immense merci. C'était génial de pouvoir enfin échanger de manière enregistrée et de diffuser ça sur le podcast. Ça m'a fait super plaisir. Ouais, moi aussi, ça me fait grand plaisir de t'entendre. Ça fait un moment qu'on se courait après. Et c'est vrai que tes podcasts, je les ai tous écoutés, même plusieurs fois. Je suis assez fan des frappés. D'ailleurs, je suis super fier de porter mon sweat et ma casquette les frappés quand je sors. Ils sont trop beaux en plus, la qualité est vraiment top. Et ça, à chaque fois, je suis hyper fier. Donc, on me demande tout le temps ce que c'est. Je suis tout fier. Je dis, bah, tu connais pas les frappés? Voilà, comme ça, maintenant, tu pourras dire, attends, bouge pas, je t'envoie mon épisode. Non, mais vraiment génial. Et est-ce que toi, on a parlé de plein de choses, mais est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer en conclusion de ton épisode? Bah, mon message, ce serait un peu ton message que tu dis depuis le début, toi, Loïc, qu'en fait, on a tous quelque chose en nous et qu'en fait, il faut se lancer, il faut y aller, il faut essayer. Et au pire, on n'y arrive pas, on se relève et on repart. Mais il faut toujours tenter. Tenter pour tout, tenter pour les sponsors, tenter pour les courses, tenter. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas grand-chose à perdre, donc faut y aller, se faire plaisir, sourire. Ne pas oublier de sourire et puis voilà, c'est bon, et être bien entouré, c'est hyper important d'être bien entouré. Voilà, un petit conseil. Excellent. Écoute, un grand merci Hubert, et puis on se dit à une prochaine pour le débrief de la Race Across America par exemple. Ouais, par exemple. Laisse-moi un petit peu de temps quand même, histoire de m'entraîner. Yes. Merci Hubert, à plus. Allez, ciao Loïc.